c'est un document, on va dire, essentiel en cuverie, hein, puisqu'il est imposé par les codes de construction dont on a déjà souvent parlé, CODA, PASME, tout ça. Mais on le trouve aussi dans l'industrie nucléaire, hein, ou du transport, ou du levage. Bref, c'est un outil essentiel de l'industrie, hein, donc il faut vraiment pas le négliger. Et du coup, c'est aussi pour ça que je le voulais le plus proche possible de ce qui se fait dans, entre guillemets, dans la vraie vie, quoi. Du coup, il peut paraître, il est d'apparence seulement, hein, un peu plus complexe que toutes ces versions de type scolaire qu'on peut trouver sur dans des sujets de bac. Peut-être qu'il vous est arrivé d'en explorer un ou l'autre. D'ailleurs, on a eu des démos à faire dans le sujet bac 2014. Dans le 2018, il y en avait un, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, ce qui pouvait déboussoler éventuellement, c'est effectivement que par rapport aux documents que vous avez déjà abordés dans des anciens sujets bac, ça pouvait être des documents qui, vraiment d'apparence, hein, j'insiste sur le mot apparemment, être plus complexes. Donc, le premier document que je vous projette là à l'écran, qui est donc l'exercice double point compléter un démos, c'est un exercice qui traite d'une benne agricole qu'on a eu à réaliser il y a quelque temps de ça. Déjà, vous n'étiez pas encore au lycée, me semble-t-il, ou peut-être à peine, j'en sais rien. Et donc, cette benne est en fait une mise en situation de 3 démos que j'aimerais vous faire remplir. Donc, ces 3 démos supposent que vous êtes mis en situation dans 3 cas différents sur les différents assemblages qui constituent donc la benne. Et donc, si je veux reprendre plus précisément cas par cas, il faudrait qu'en même temps, vous ayez un œil sur le fichier qui s'appelle ben.pdf. Donc là, sur ce fichier-là, sur cette première vue d'ensemble donc de la benne agricole, vous avez alors des tas de choses, mais essentiellement, vous avez des repères d'éléments d'ouvrage, notamment le repère 10, le repère 1, le repère 6, le repère 5, le repère 3, le repère 11. Vous avez également sur cette première page que je suis en train de projeter 3 symboles de soudure. Ouais. Donc le premier symbole de soudure qui est tout en haut là. Donc 5 cordons de 50 mm soudés au procédé 135 qui est le MAG. Et le petit 6 devant le symbole donc de soudure d'angle intérieur signifie que je veux une épaisseur de cordon de 6 mm. C'est ça en fait. Et donc ce cordon de soudage devra être réalisé entre le repère, l'élément repère 10 et l'élément repère 1, qui est la tôle. Donc le repère 10, il s'appelle montant cornière S280. Ouais. Le repère 1 s'appelle tôle arrière épaisseur 2 en S185. Alors si je lis ce petit commentaire, c'est parce que tout à l'heure, on va en avoir besoin dans le démos. Vous verrez ça tout à l'heure. Avant de revenir sur les démos, j'aimerais quand même parler un tout petit peu des 2 autres cas, donc des 2 autres mises en situation pour remplir le démos numéro 2 et le démos numéro 3. Donc le deuxième cas concerne l'assemblage de l'élément 6 avec l'élément 5. D'accord. Donc c'est une soudure d'angle aussi, au MAG également. C'est une soudure continue, c'est pour ça que le cordon n'est pas dimensionné. Ouais. Et puis le troisième cas de figure, ça va être le cordon double, j'ai envie de dire, un cordon endroit qui est un procédé TIG et un cordon envers qui est un procédé MAG.
Donc, ce troisième symbole de soudure concerne l'assemblage du repère 3, c'est la tôle latérale, avec le repère 11, qui est la cornière avant de 40 par 40. 3 mises en situation. Donc, la rédaction de 3 démos. La rédaction de 3 démos qui sont en rapport avec les 3 symboles de soudure que vous avez sur cette même feuille. C'est-à-dire 5 cordons de 50, pour le premier cas, le cordon d'angle au mag entre le repère 5 et le repère 6, qui est le deuxième cas, et le cordon double au TIG à l'endroit et au mag à l'envers, entre les tôles, entre la tôle repère 3 et la cornière repère 11. Voilà les 3 cas de figure que vous devez traiter dans un démos. Je vais trouver là un certain nombre de renseignements supplémentaires. Chaque renseignement est précieux sera précieux plus tard pour le démos. Il y a eu quelques premiers renseignements précieux sur ce que je vous ai raconté avant, hein, sur le fichier ben.pdf. D'autres renseignements précieux sont dans ce document-là, notamment dans le cas de figure 1, démos donc concernant l'assemblage du repère 10 et du repère 1 dans le respect du symbole de soudure. Là, je dis que les bords sont meulés à blanc, donc la préparation de bord, c'est un simple meulage, et la tôle est dégraissée, c'est tout. Un seul cordon d'angle, d'épaisseur 6 mm, 6 mm puisque ça correspond au symbole de soudure, hein, sera suffisant. Voilà le cas numéro 1. Donc avec toutes ces indications-là, mais ce n'est pas les seules, je suis déjà à même de répondre à pas mal des cases à remplir dans mon démos. OK ? La dernière chose à savoir concernant le démos, ça va être l'utilisation du tableau qui suit, que je viens d'encadrer en rouge. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadre que je viens d'entourer en rouge? Ce ne sont ni plus ni moins que les paramètres de soudage. D'ailleurs, c'est dit juste au-dessus, ABAC pour les paramètres. Donc, vous trouvez là-dedans, en fonction des épaisseurs à souder, vous trouvez le diamètre du métal d'apport, l'intensité, le gaz, la vitesse d'avance, tout ça. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était le dernier renseignement nécessaire pour compléter un démos. Donc ce document, ce sont 2 pages. Première page, le démos à remplir. La deuxième page, une question tout en haut qui dit comment renseigner le démos avec les différentes rubriques, enfin la plupart des rubriques en tout cas, celles qui peuvent ne pas paraître complètement, on va dire, naturelles à remplir, sont expliquées sur cette deuxième page. Notamment la matière, le résultat obtenu, les opérations à effectuer, le paramètre de soudage et ainsi de suite. Si je regarde mon document, première page, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois qu'il y a en gros, hein, on va dire, il y a en gros 3 zones, on va dire. Une première zone qui est ici là-haut, vous voyez ma souris qui se déplace? Une zone ici là-haut qui est plus de l'ordre d'une zone de renseignement, on va dire, généraux. Parce que ces renseignements généraux, ils vont être utiles dans une entreprise comment dire, à classer, à situer le démos dans une commande, dans une affaire en cours ou une affaire à venir. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut référencer le démos. Donc en termes de référence de démos, je peux éventuellement dire n'importe quoi. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on le référencie par rapport à un client qui pourrait être par exemple Eiffel, qu'on le référencie ensuite à partir d'une date qui pourrait être le 14-04 et pourquoi pas le référencer aussi par rapport à un atelier
soudage 1. Voilà. Donc ça, c'est une référence possible. Là, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi pourvu que ça ait un sens. Et d'ailleurs, le vrai sens de l'entreprise qui va utiliser ce genre de document, il n'y a qu'elle qui puisse le décoder, ce sens-là. Hein. Ce sont comment dire, ce sont des codes internes à chaque entreprise. Hein. Je voulais rajouter ce genre d'informations, justement par souci pour être le plus proche possible de ce qui se pratique dans les entreprises. Hein. On est d'accord? Alors, on a juste en dessous, on voit le curseur qui clignote. Oui. Dans référence CUMOS. Ouais. Alors là, il s'agit de faire la différence entre un CUMOS et un DEMOS. Hein. Le CUMOS associé au DEMOS, est-ce que j'en fais oui. La référence CUMOS, qu'est-ce que c'est? Je vais voir dans la page 2, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Voilà, je suis en train de surligner. La référence CUMOS, c'est un DEMOS est toujours associé à une qualification de mode opératoire de soudage, parce que sans qualification de mode opératoire de soudage, ou plutôt sans descriptif de mode opératoire de soudage, il ne peut pas y avoir de qualification de mode opératoire de soudage. Le DEMOS, c'est le document qui va être à l'origine d'une qualification de mode opératoire de soudage. La qualification du mode opératoire de soudage, c'est l'acte qui consiste dans le fait que le soudeur qui est donc désigné pour exécuter une soudure dans une certaine circonstance, par rapport à un client, par rapport à une matière, par rapport à une épaisseur, une position et une technologie. Donc ce soudeur qui est désigné va devoir passer cette fameuse qualification. Les qualifs des soudeurs, ça vous en avez déjà entendu parler. Oui. Oui. Les qualifs de soudeurs, il y en a des très très générales qu'on peut passer en dehors de toute entreprise, hein, qui peuvent être certifiés par des organismes de formation et que vous pouvez passer vous et qui vous appartiennent. Ces qualifications qu'on va dire standardisées et qu'on va dire généralistes sont en réalité assez peu utilisées sur le terrain. Par le simple fait qu'il suffit que le matériau change, que la technologie change, l'épaisseur change, ou que la position de soudage change, pour que votre qualification tombe à l'eau, il faut en refaire une. Et c'est bien de ces nouvelles qualifications dont il s'agit dans ce cours. Hein. On est d'accord. Donc cette mise en situation du soudeur au moment où il passe sa qualif, d'accord, elle est décrite dans le DEMOS. Voilà à quoi sert le DEMOS. Voilà, donc nous avons ici la ligne procédé et nous aurons à choisir le type de soudage. Donc dans le cas numéro 2, nous garderons le procédé MAG 135. Ensuite, quand on regarde juste en face, concernant la norme, si vous travaillez en norme française, vous allez garder CODA. Si vous allez travailler sous norme anglaise, vous gardez le British Standard, BS. Si vous travaillez avec des Américains, vous allez garder l'ASME, American Standard of je sais pas quoi, je suis très mauvais en anglais. Et si vous utilisez un autre code, vous le précisez derrière autre. OK? Ouais. Donc voilà à quoi ça sert. Est-ce que j'en dis quelque chose sur ma page 2? Regardons quand même rapidement, jetons un œil. Alors voilà. Donc la norme retenue concerne la norme dans laquelle l'appareil est fabriqué, mais détermine aussi la normalisation du cordon. C'est vrai que du moment que on s'adresse à une norme de fabrication, eh bien le cordon est normé. D'ailleurs, vous savez bien maintenant que il est très rare, à ma connaissance, il n'y a rien qui en chaudronnerie ne soit pas normé. Au niveau de l'inspection, Lloyds, APAV, TÜV, Institut de soudure ou autres
Les organismes d'inspection, là aussi, je fais une petite note d'information sur la page 2. Lloyds, les Anglais, l'APAV, les Français, TÜV, les Allemands, ou l'IS, l'Institut de soudure, sont des organismes leaders dans le domaine. Donc, le client de l'appareil est généralement libre de décider lequel sera chargé des qualifications. Voilà. OK? Donc, là-haut, pareil, vous imaginez être le client et puis vous dites, bon, ben voilà, moi, j'aimerais bien que ce soit l'APAV qui vérifie et personne d'autre. Donc, vous, chez vous à la maison, vous avez juste à rayer les autres mentions. Donc tout ça, ça fait partie des renseignements que j'appelle les renseignements généraux concernant l'affaire, donc concernant la commande que vous êtes en train de traiter. OK? Alors, il y a une toute petite double barre. On arrive maintenant un tout petit peu plus loin. Vous avez maintenant sous les yeux une deuxième petite zone, toujours dans la zone renseignements généraux. Donc, dans type d'assemblage, nous, on va être dans quoi? On va être dans angle intérieur. Mais vous avez aussi le bout à bout qui est possible. Vous avez le soudage à clin qui est possible. Et dans autre, si jamais c'est autre chose, vous précisez. Ensuite, vous avez la matière numéro 1. Donc, dans matière, vous précisez si c'est du S185 ou du S235 ou du S280 selon dans quelle situation vous êtes. La matière, elle est précisée dans le fichier ben.pdf. Voilà. Et dans matière, alors pourquoi il y a matière 1 et matière 2? Ah bah parce que les deux, parce qu'il y a forcément, quand on soude, il y a forcément 2 pièces à assembler, hein, au minimum. On ne peut pas assembler quand on est sur une même pièce, donc il y a forcément 2 pièces. Et les matières des pièces ne sont pas forcément les mêmes. Donc je peux très bien avoir du S280 pour la matière 1 et du S185 pour la matière 2, par exemple. Je peux, ça existe. Pour la position de soudage, alors la position de soudage, ça mérite qu'on s'y attarde. La position de soudage ici, cette ligne qui est maintenant sur brillance, elle s'attend à recevoir un symbole. Le symbole, ça va être PA ou PB ou PC. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, cette P quelque chose? Alors, P comme position et A, B, C, D, il faut pour ça consulter page 2. Et ici, dans position de soudage, vous avez un petit dessin. Donc, PA, c'est quand vous êtes en position horizontale, hein, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, en fait. PB, vous êtes à peu près 2h10. PC, vous êtes à 15h. Et ainsi de suite. PD, PE, P... G... oui, on arrive à 270 degrés, on est nouveau à PC, et à 0 moins 45, on est à PB de nouveau, puisque à gauche et à droite, on a forcément la même chose. Vous la voyez? PG, vous avez en dessous un PG et un PE et un PF. Alors, qu'est-ce que ça signifie PF et PG? Ça signifie tout simplement PG, soudure descendante, PF, soudure montante. En dessous, vous avez épaisseur de la matière numéro 1. Hein, ça va être simple à répondre. Simple information à chercher sur le plan. Donc, ça va être de la 5. L'autre épaisseur, ça va être de la 4, par exemple. Voilà. Et ensuite, il y a validité 2A. Et ça, pour les deux matières. Alors, ça mérite un petit commentaire. Le commentaire, comme toujours, hein, vous le trouvez page 2. D'accord? Et concernant les épaisseurs, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire le démos peut être étendu à d'autres épaisseurs. Ça veut dire que sur le repère 5, par exemple, vous êtes en matière épaisseur 5, ouais. Peut-être que le démos va encore être applicable dans le cas où votre repère 5 ne fait plus qu'une épaisseur de 3,5 ou 4.
D'accord? Et peut-être même que le même démos va encore pouvoir servir si je dépasse l'épaisseur de 5 jusqu'à 6, peut-être 7 mm. Je sais juste qu'il existe une plage dans laquelle le démos va être valable. Cette plage, elle n'est pas, je ne peux pas la fixer aujourd'hui là avec vous, pour la simple raison que cette plage dépend toujours du matériau lui-même, de la position de soudage, de la technologie, c'est toujours les mêmes variables qui reviennent, hein. De la technologie, je disais donc, et même du domaine dans lequel vous allez intervenir. Si vous travaillez pour le nucléaire, ça ne va pas être les mêmes plages que pour le levage ou pour le transport. D'accord? Donc, ça dépend d'un certain nombre de facteurs que vous allez trouver dans des codes de construction qui font que la plage existe, mais elle est adaptée à chaque situation et chaque technologie et chaque matière. Ce qui suppose que cette plage doit exister sur le document, d'accord? Elle doit y figurer parce que dans la vraie vie, c'est toujours en termes de plage qu'on raisonne, c'est pas sur une épaisseur unique et fixe. Le CODAP, par exemple, il y a un grand chapitre qui s'appelle chapitre FA comme fabrication. Et dans ce chapitre FA comme fabrication, tu vas pouvoir trouver dans quelle plage de travail tu vas pouvoir situer ton démos. Donc, le démos va devoir dire à quelle épaisseur tu vas réaliser ton essai. Chez nous, ça va être 5 mm pour la matière numéro 1. Mais ce n'est pas pour autant que le CODAP ne va pas t'autoriser à descendre jusqu'à 3 ou à monter jusqu'à 7. J'en sais rien, c'est le démos qui le dit. Ensuite, il y a en dessous de ça, en dessous de épaisseur 5, je mets en surbrillance, vous avez diamètre du cylindre et diamètre du piquage. Donc, cette ligne, bien entendu, il est évident que pour nous qui travaillons aujourd'hui sur une benne, d'accord, cette ligne va rester vierge. Elle doit figurer sur le démos par le simple fait que le démos doit pouvoir être applicable à une situation de travail qui met en scène, j'allais dire, mais qui met en œuvre un cylindre et un piquage. Vous voyez? Donc cette ligne existe au cas où j'en aurais besoin. Bien sûr qu'aujourd'hui, elle va rester vierge. Ensuite, en dessous, vous avez référence du fil ou métal d'apport et référence du fournisseur. Alors, référence du fil, bien sûr, quand vous êtes en semi, tout le monde sait que le fil, c'est ce qui va sortir de la torche. Hein, et ce fil est en même temps le métal d'apport. Alors, si sur cette ligne-là, je fais la différence entre fil et métal d'apport, c'est parce que dans le cas du mag, fil et métal d'apport, c'est exactement la même chose, mais dans le cas du TIG, par exemple, d'accord? On ne peut pas parler de fil, on ne va parler que de métal d'apport. Ok? En électrode enrobée, pareil, ça va être le diamètre de l'électrode qui va représenter le métal d'apport. On ne peut pas parler de fil. Le fil, c'est un vocabulaire uniquement dédié aux procédés 131 et 135, MIG et MAG. Ok? Et pourquoi référence fournisseur? Bah, tout simplement parce que la référence fournisseur n'est pas obligatoirement, attention, n'est pas obligatoirement une référence normée. Si à gauche, dans la colonne de gauche, vous mettez la référence normée de votre métal d'apport, parce que le métal d'apport, tout comme un métal de base, il va avoir une nuance, comment dire, précisée selon une certaine norme. Vous savez que quand une nuance de métal commence par X, vous savez que c'est un acier fortement allié, et ainsi de suite. Eh bien, la référence du fil ou du métal d'apport, qui est une référence normée, imposée par la norme, n'est pas forcément la référence du fournisseur qui, lui, peut très bien utiliser une appellation commerciale. Donc, à gauche, vous avez l'appellation selon la norme, et à droite, vous avez l'appellation commerciale du fournisseur.
C'est pour ça que je fais une différence entre la référence du fil et la référence du fournisseur. Ensuite, on passe enfin, après une bonne demi-heure d'explication, on passe enfin à la zone, on va dire, numéro 2 de mon document, qui est dans les deux cases que j'ai mis en surbrillance, à chaque fois un croquis. D'accord? Le premier croquis de gauche, opération à effectuer, et le croquis de droite, le résultat obtenu. Je vais arrêter le partage de ce document-là. Donc, vous voyez maintenant un document avec une opération à effectuer qui est remplie et un résultat obtenu qui est rempli. Alors, opération effectuée, j'ai fait volontairement juste le croquis des deux pièces à assembler. Sur le croquis, là, je suis en train de balader ma souris sur la première pièce, le repère 5, et ici, c'est mon repère 6, l'UPN. D'accord? Donc, l'UPN, il est horizontal. Le repère 5, il est donc actuellement dessiné verticalement, mais ce qui est intéressant de voir, sur ce chanfreinage, il y a des petites choses à dire. Et donc là, je suis en train d'insérer quoi? Je suis en train d'insérer le dimensionnement du talon. D'accord? Puisque cette petite zone-là que je suis en train de caresser de la souris, là, cette zone-là, ça s'appelle le talon. On est bien d'accord? Ce talon, dans le document qui s'appelle exercice.pdf, dans le cas numéro 2, il est bien précisé que le talon devrait être de 1 mm. Donc ici, vous précisez bien que votre talon va être de 1 mm. OK? D'abord, je vous montre tout ce qu'il s'agit de remplir sur le croquis de gauche, à savoir les opérations à effectuer. Déjà, comme opération à effectuer, vous avez à effectuer le petit talon. Ensuite, l'autre opération à effectuer, c'est de dire qu'il y a un angle de 45 degrés, vous le voyez là, qui est un angle de 45 degrés à chanfreiner. Ensuite, il faut aussi dire que vous êtes ici en épaisseur 5. Ici, par exemple, que vous êtes en épaisseur 4. Tout ça, c'est des détails à donner sur votre travail. Oula. Comme dit, hein, je travaille avec la souris, c'est pas évident. Ici, on peut dire qu'on est avec le profil de 70 par 40. Ouais. Et ici, on peut dire qu'on est avec la pièce repère 5. OK? Vous voyez toutes les transformations que je fais? Oui. Voilà, et ici, vous indiquez que vous êtes à 45 degrés. Voilà. Donc ça fait partie des opérations à effectuer. Autrement dit, vous devez indiquer quelle est la mise en position de vos deux pièces. Voilà. OK? Passons maintenant à la zone de droite. La zone de droite qui est là. Qu'est-ce que je vais y trouver? Sur la zone de droite, par contre, je vais trouver tout à fait autre chose. Je vais trouver, par exemple, l'ordre d'exécution de mes cordons de soudure, avec notamment ici le cordon numéro 1 en rouge, le cordon numéro 2 en vert, le cordon numéro 3 en bleu, et c'est effectivement le résultat obtenu après soudage. On peut maintenant passer on va dire, à la zone où on va parler plus précisément des paramètres de soudage. Alors ici, paramètres de soudage de la passe numéro 1, paramètres de soudage de la passe numéro 2, passe numéro 3 et des passes suivantes. Ici, j'ai effectivement 3 passes. Donc là-dessous, je vais préciser le procédé de la passe numéro 1.
Ensuite, je vais préciser le procédé de la passe numéro 2 et le procédé de la passe numéro 3. Bien entendu, quand vous allez être sur le troisième cas de figure, ici, dans passe numéro 1, vous allez écrire 141 parce que vous devez utiliser le TIG, d'accord? Et dans passe numéro 2, vous dites 135. Ça, c'est dans le cas de figure numéro 3. Je ne voudrais pas mélanger les choses. Voilà, donc 135 3 fois. Ensuite, on vous demande la polarité, la nature du courant. Polarité directe, et non pas inverse. Polarité directe, c'est la polarité, c'est le fil, il est sur le moins. D'accord? Donc 3 fois. Le diamètre de l'électrode, c'est le diamètre du fil. L'intensité, c'est l'intensité que vous devez utiliser pour souder de la 5 sur la 4. La tension mesurée et la tension programmée, alors ça, il faudra dire un mot tout à l'heure, mais c'est la tension que vous avez réglée avec votre bouton ABC et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La vitesse d'avance, c'est votre vitesse, c'est la vitesse à laquelle avance la main pour déposer le cordon. Et la vitesse de sortie du fil, c'est la vitesse de sortie du fil que vous allez régler avec votre bouton rouge sur le poste de semis. Pareil pour le gaz en vert, gaz en droit, tout ça. Ce sont des paramètres de soudage. Alors, rappelez-vous, dans quel document je vous rappelais quels sont les paramètres de soudage? Dans le document exercice.pdf. Dans le document qui s'appelle exercice compléter un démos, vous avez bien accès à un tableau. Donc, ce tableau, vous avez ici une ligne, sur la ligne entre 4 et 6, et vous avez l'épaisseur de cordon obtenue. Vous avez le diamètre de votre fil, donc 1.2. Vous avez votre vitesse du fil, 4,90 m à la minute. Vous avez l'intensité de soudage. Vous avez le débit de gaz. Vous avez la vitesse du soudeur, donc la vitesse d'avancement. Ça, c'est la vitesse d'avance, alors que avant c'était la vitesse du fil. Donc, 19,7 mètres à l'heure. Derrière, en gris, vous avez des choses, on va dire, c'est pas que c'est inutile, mais enfin, c'est moins utilisé. Vous avez le volume en centimètres cubes de métal déposé et des choses qui vous sont pas trop demandées. Donc, grâce à ces informations-là, plus le chanfrein de 45, il est précisé là, le talon de 1 mm, il est précisé là, l'épaisseur du total du cordon 15 est là, le nombre de cordons est là. Donc, tout est là pour, en fait, vous permettre de compléter le document. J'ai maintenant mon diamètre d'électrode qui est de 1,2. J'ai maintenant mon intensité qui est de 210 ampères. Ensuite, j'ai, attention, tension mesurée et tension programmée. Tension programmée, je propose que vous cherchiez ça tout à l'heure dans le tableau que je viens de présenter il y a 30 secondes. Hein. Donc la vitesse d'avance, c'était 19,7 mètres par. La vitesse du fil, pareil, on était à 4,9 mètres. Le gaz en droit, il était à combien de litres? 14 litres à la minute. Voilà, par exemple. Hein. Gaz en vert, est-ce qu'il y en a? Non. Cette ligne-là, tension mesurée, tension programmée et immatriculation de poste. Pourquoi elles sont laissées libres? Tout simplement parce qu'elle appelle un petit commentaire. Commentaire que je trouve page 2. Regardez bien page 2. Page 2, en termes de paramètres de soudage, qu'est-ce qu'on lit? On lit tension mesurée ou programmée. La tension réelle, c'est la tension mesurée. La tension réelle peut différer de la tension programmée en raison du procédé. Soit parce que j'ai une distance entre électrode et pièce qui varie. Quand vous êtes en électrode enrobée, on est bien d'accord que c'est vous qui décidez quelle va être la distance entre l'électrode et la pièce. Sachant que plus votre électrode est loin de la pièce,
plus votre tension sera élevée. D'accord? Donc, ça peut dépendre du procédé ou de l'équipement. L'équipement qui peut être plus ou moins fiable en termes d'affichage. OK? Donc, lorsque sur un équipement, lorsque sur votre affichage du poste semi, du poste mag du lycée, il est écrit par exemple 22,3 volts, ça va être la tension programmée. Mais il n'est pas garanti que le 22,3 soit effectivement la tension que vous allez constater au moment du soudage si vous pouviez avoir la possibilité de la mesurer en temps réel. Et c'est bien pour ça que dans un démos de la vraie vie, d'entreprise, les deux tensions apparaissent. La tension qu'on appelle la tension mesurée et la tension programmée. La tension programmée sur ta ligne, je remonte. Voilà. Tu vois, la tension programmée, là je la mets en surbrillance. La tension programmée, ça va être la tension, donc ces fameux 22,3 que tu souhaites. Et la tension mesurée, ça va être la tension mesurée par l'inspecteur de l'APAV ou du Lloyds ou du British Standard ou du TÜV ou de l'Institut de soudure, peu importe lequel tu as retenu, qui sera venu constater la tension réelle, réellement mesurée au moment du soudage, qui peut être différente de la tension programmée. Et c'est bien pour ça que, parce que la tension mesurée peut être différente de la tension programmée, qu'il y a absolument nécessité d'immatriculer le poste. Et ce même poste, concernant l'immatriculation du poste, ce même poste, il est en même temps vérifié tous les ans ou tous les 2 ans, en tout cas à une certaine fréquence. Il est vérifié par un organisme extérieur pour dire, voilà, il a toujours cette fiabilité-là. Donc, un poste à souder qui a servi à une certaine qualification de soudage, ça doit être le même poste qui ensuite, lorsque vous allez travailler sur la vraie commande de votre client, c'est ce poste-là qui devra être utilisé et pas un autre. D'où l'utilité de l'immatriculer d'ailleurs. Voilà pourquoi on immatricule un poste. Il faut savoir que c'est une chose suffisamment sérieuse que le jour où vous, en tant que soudeur, vous passez une qualification par rapport à un CUMOS, ce jour-là, quand l'inspecteur de l'APAV sera là, eh bien, vous devez présenter votre carte d'identité. C'est comme un contrôle de police, hein. C'est vraiment à ce point-là, hein. Donc c'est une chose qui est vraiment à prendre très très au sérieux. Et quand je disais au début que c'est un des documents les plus importants parmi tous les documents de communication à l'interne dans une entreprise, c'est vraiment le cas, hein. C'est pas de la rigolade, hein. On arrive enfin à la troisième zone. Donc la troisième zone qui est la zone contrôle et commentaire. Eh bien, dans cette zone-là, est-ce qu'il y a un contrôle visuel? Oui, non. Si c'est oui, bah vous barrez non. Est-ce qu'il y a un reçuage? Si c'est oui, bah vous barrez non. Et ainsi de suite, hein. Est-ce qu'il y a une macro? Est-ce qu'il y a un test de dureté? Et ainsi de suite. Alors là, ce sont de nouveau des choses qu'il n'est pas nécessaire de remplir, hein, de votre part. Voilà. Donc, à minima, ce qui me paraît quand même important, c'est que le soudeur fasse un contrôle visuel de sa soudure. Ça me paraît être juste par conscience professionnelle, je le fais.